Compréhension de l'oral, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Quand on parle d'agriculture, on pense souvent à la campagne, mais saviez-vous que l'agriculture existe aussi dans les villes ? Sur les toits du parc des expositions à Paris, on retrouve 14 000 mètres carrés de potagers urbains. Cette agriculture est encore loin de pouvoir nourrir tous les habitants de la ville, mais elle tend à se développer et à faire de nouveaux adeptes. Nour Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice urbaine. Oui. Racontez-nous ce qu'on trouve dans ce lieu insolite. On fait surtout pousser une quinzaine de variétés de légumes. Par contre, à part quelques fraises en été, on n'a pas de fruits, car ce n'est pas possible de planter des arbres sur le toit. Et oui, les potagers urbains ont leurs limites, mais aussi des avantages, puisqu'on a un restaurant, le Perchoir, qui permet de déguster les légumes du jardin avec vue sur Paris. Vous parlez des avantages et des limites de l'agriculture urbaine. Quels sont ces liens avec l'agriculture traditionnelle, justement ? Les 2 types d'agriculture sont complémentaires. L'agriculture urbaine est à ses débuts, elle ne peut pas encore approvisionner suffisamment les besoins des magasins alimentaires d'une ville. L'idée, ce serait surtout de développer ce type d'agriculture parce qu'il y a un potentiel énorme. Pas pour remplacer, mais pour aller de pair avec l'agriculture traditionnelle. La richesse de ma profession, c'est qu'elle est souvent liée à des missions de transmission. À la ferme urbaine, on organise par exemple régulièrement des animations à destination des jeunes pour expliquer comment on cultive les légumes. Il y a souvent une bonne ambiance, à la fois studieuse et détendue. Comment qualifieriez-vous ces nouveaux agriculteurs urbains ? Tout le monde ne travaille pas comme agriculteur à la ferme urbaine, il faut aussi des entrepreneurs. En tout cas, toujours des gens qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas froid aux yeux. Ce qui rassemble, c'est cette volonté d'innover, de s'éloigner des sentiers battus. Il faut être créatif et engagé. Xavier Moisse, vous êtes arboriculteur en Normandie. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles fermes urbaines ? Je trouve que ces agriculteurs urbains ont du courage de se lancer dans cette aventure, mais que leur rôle est plutôt de sensibiliser les gens au travail des agriculteurs, de proposer des ateliers de découverte aux plus jeunes. C'est ce dialogue avec les habitants qui est intéressant. Mais il ne faut pas penser que ce type d'agriculture nous permettra de subvenir aux besoins de toute une population. C'est impossible. Les toits des bâtiments ne pourront pas remplacer les champs. En plus, même si la plupart des produits des fermes urbaines sont dits biologiques, on oublie souvent que l'environnement dans lequel ils se trouvent reste la ville. C'est donc au milieu des pots d'échappement et des voitures que les légumes poussent. Pour moi, un vrai légume doit pousser dans un champ, pas entouré de béton. Merci à vous deux, Xavier Moisse et Nour Maillard, pour vos témoignages sur l'agriculture urbaine.
Quand on parle d'agriculture, on pense souvent à la campagne, mais saviez-vous que l'agriculture existe aussi dans les villes? Sur les toits du parc des Expositions à Paris, on retrouve 14 000 mètres carrés de potagers urbains. Cette agriculture est encore loin de pouvoir nourrir tous les habitants de la ville, mais elle tend à se développer et à faire de nouveaux adeptes. Nour Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice urbaine. Oui. Racontez-nous ce qu'on trouve dans ce lieu insolite. On fait surtout pousser une quinzaine de variétés de légumes. Par contre, à part quelques fraises en été, on n'a pas de fruits, car ce n'est pas possible de planter des arbres sur le toit. Et oui, les potagers urbains ont leurs limites, mais aussi des avantages, puisqu'on a un restaurant, le Perchoir, qui permet de déguster les légumes du jardin avec vue sur Paris. Vous parlez des avantages et des limites de l'agriculture urbaine. Quels sont ces liens avec l'agriculture traditionnelle, justement? Les deux types d'agriculture sont complémentaires. L'agriculture urbaine est à ses débuts, elle ne peut pas encore approvisionner suffisamment les besoins des magasins alimentaires d'une ville. L'idée, ce serait surtout de développer ce type d'agriculture parce qu'il y a un potentiel énorme. Pas pour remplacer, mais pour aller de pair avec l'agriculture traditionnelle. La richesse de ma profession, c'est qu'elle est souvent liée à des missions de transmission. À la ferme urbaine, on organise par exemple régulièrement des animations à destination des jeunes pour expliquer comment on cultive les légumes. Il y a souvent une bonne ambiance, à la fois studieuse et détendue. Comment qualifieriez-vous ces nouveaux agriculteurs urbains? Tout le monde ne travaille pas comme agriculteur à la ferme urbaine, il faut aussi des entrepreneurs. En tout cas, toujours des gens qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas froid aux yeux. Ce qui rassemble, c'est cette volonté d'innover, de s'éloigner des sentiers battus. Il faut être créatif et engagé. Xavier Moisse, vous êtes arboriculteur en Normandie. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles fermes urbaines? Je trouve que ces agriculteurs urbains ont du courage de se lancer dans cette aventure, mais que leur rôle est plutôt de sensibiliser les gens au travail des agriculteurs, de proposer des ateliers de découverte aux plus jeunes. C'est ce dialogue avec les habitants qui est intéressant. Mais il ne faut pas penser que ce type d'agriculture nous permettra de subvenir aux besoins de toute une population. C'est impossible. Les toits des bâtiments ne pourront pas remplacer les champs. En plus, même si la plupart des produits des fermes urbaines sont dits biologiques, on oublie souvent que l'environnement dans lequel ils se trouvent reste la ville. C'est donc au milieu des pots d'échappement et des voitures que les légumes poussent. Pour moi, un vrai légume doit pousser dans un champ, pas entouré de béton. Merci à vous deux, Xavier Moisse et Nour Maillard, pour vos témoignages sur l'agriculture urbaine. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Aujourd'hui, on parle des nouveaux moyens de s'informer chez les jeunes avec Alicia Labaca, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Alicia. Bonjour. Que ce soit des questions sur la vie quotidienne ou encore sur les matières scolaires, on constate aujourd'hui que les jeunes se réfèrent de moins en moins à leurs parents. C'est maintenant Internet qui répond à toutes leurs questions. C'est un nouveau réflexe en quelque sorte, Alicia ? Oui, c'est une tendance chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Cette nouvelle source d'information est intéressante à partir du moment où elle permet de faire en sorte que les jeunes aient à leur disposition des informations fiables qui ont été vérifiées. C'est vrai que les moteurs de recherche ont remplacé les encyclopédies et les visites pour aller se documenter à la bibliothèque. Mais n'y voyons pas forcément que du négatif. Les jeunes, quelles que soient les générations, ont un véritable intérêt, un appétit démesuré pour apprendre de nouvelles choses, pour se renseigner sur tout et n'importe quoi. C'est justement ça la force de la jeunesse. Alors si les jeunes se renseignent en toute autonomie sur leur téléphone ou leur ordinateur, comment faire quand on est parent pour les aider ? Car c'est aussi notre rôle de répondre à leurs questions. Et avec Internet, c'est comme si les parents étaient en décalé, pas du tout au courant des questionnements que traversent leurs jeunes et des interrogations qu'ils ont. C'est vrai, mais certaines questions sont difficiles à poser à ses parents. Les adolescents sont pudiques, ils ont parfois honte de poser certaines questions, alors Internet permet d'obtenir des réponses à toutes les questions sans filtre et sans tabou. Et au niveau de l'enseignement, quelles sont les conséquences de ces nouvelles utilisations technologiques chez les jeunes ? On remarque que les cours en ligne se développent et plaisent aux jeunes lorsqu'ils sont associés à des moments en présentiel dans la classe. Les professeurs peuvent envoyer des vidéos pour se préparer au cours, expliquer une notion ou un fait historique. Cette partie du cours en ligne, ça libère du temps pour faire des activités de groupe, ça permet d'avoir plus de moments en interaction quand les élèves se retrouvent ensemble en classe. C'est donc intéressant de développer les cours à la fois en ligne et en présentiel, de façon complémentaire. Mais alors, entre les cours en ligne, le téléphone portable utilisé pour discuter avec les copains, la télévision quand ils rentrent de l'école et l'ordinateur pour jouer et s'informer, est-ce que nos jeunes ne sont pas envahis par les écrans ? C'est toute la difficulté, en fait. Les écrans sont une source merveilleuse de savoir, mais il faut bien les utiliser. Les écrans font partie de notre quotidien et sont indispensables, mais il est nécessaire de séparer les moments avec et sans écran. Pendant la récréation, par exemple, ou lors des moments de travail en groupe, les jeunes doivent apprendre à ne pas les utiliser. À la maison aussi, il y a des moments où les jeunes doivent trouver d'autres activités que celles faites sur les écrans. Merci Alicia Labaca pour votre témoignage. Aujourd'hui, on parle des nouveaux moyens de s'informer chez les jeunes avec Alicia Labaca, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Alicia. Bonjour. Que ce soit des questions sur la vie quotidienne ou encore sur les matières scolaires, on constate aujourd'hui que les jeunes se réfèrent de moins en moins à leurs parents. C'est maintenant Internet qui répond à toutes leurs questions. C'est un nouveau réflexe en quelque sorte, Alicia ? Oui, c'est une tendance chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Cette nouvelle source d'information est intéressante à partir du moment où elle permet de faire en sorte que les jeunes aient à leur disposition des informations fiables qui ont été vérifiées. C'est vrai que les moteurs de recherche ont remplacé les encyclopédies et les visites pour aller se documenter à la bibliothèque. Mais n'y voyons pas forcément que du négatif. Les jeunes, quelles que soient les générations, ont un véritable intérêt, un appétit démesuré pour apprendre de nouvelles choses, pour se renseigner sur tout et n'importe quoi. C'est justement ça la force de la jeunesse. Alors si les jeunes se renseignent en toute autonomie sur leur téléphone ou leur ordinateur, comment faire quand on est parent pour les aider ? Car c'est aussi notre rôle de répondre à leurs questions. Et avec Internet, c'est comme si les parents étaient en décalé, pas du tout au courant des questionnements que traversent leurs jeunes et des interrogations qu'ils ont. C'est vrai, mais certaines questions sont difficiles à poser à ses parents.
Les adolescents sont pudiques, ils ont parfois honte de poser certaines questions, alors Internet permet d'obtenir des réponses à toutes les questions, sans filtre et sans tabou. Et au niveau de l'enseignement, quelles sont les conséquences de ces nouvelles utilisations technologiques chez les jeunes? On remarque que les cours en ligne se développent et plaisent aux jeunes lorsqu'ils sont associés à des moments en présentiel dans la classe. Les professeurs peuvent envoyer des vidéos pour se préparer au cours, expliquer une notion ou un fait historique. Cette partie du cours en ligne, ça libère du temps pour faire des activités de groupe, ça permet d'avoir plus de moments en interaction quand les élèves se retrouvent ensemble en classe. C'est donc intéressant de développer les cours à la fois en ligne et en présentiel, de façon complémentaire. Mais alors, entre les cours en ligne, le téléphone portable utilisé pour discuter avec les copains, la télévision quand ils rentrent de l'école et l'ordinateur pour jouer et s'informer, est-ce que nos jeunes ne sont pas envahis par les écrans? C'est toute la difficulté, en fait. Les écrans sont une source merveilleuse de savoir, mais il faut bien les utiliser. Les écrans font partie de notre quotidien et sont indispensables, mais il est nécessaire de séparer les moments avec et sans écran. Pendant la récréation, par exemple, ou lors des moments de travail en groupe, les jeunes doivent apprendre à ne pas les utiliser. À la maison aussi, il y a des moments où les jeunes doivent trouver d'autres activités que celles faites sur les écrans. Merci Alicia Labaka pour votre témoignage.